Bonjour à tous, mon nom est Simon Hinault, je suis avec Gabriel Tupoula, qui est le COO de Big Bang ERP. Aujourd'hui, évidemment, on va traiter des logiciels de gestion infonuagique. On va les démystifier avec Gabriel. Évidemment, les acronymes, comme vous voyez, posent des questions. Hein? On se pose des questions à savoir est-ce que ça vaut la peine d'implanter ça au sein de notre entreprise? Est-ce qu'on va avoir des retombées, une amélioration de la productivité et bien souvent des économies de coûts? Oui. Alors, comme on disait un petit peu plus tôt, je pense que c'est une démocratisation. La majorité des applications n'étaient pas disponibles. Soudainement, il y a une panoplie d'applications. Alors, c'est à savoir lesquelles sont utiles et lesquelles correspondent aux besoins de chacun. C'est exact. C'est un peu ce qu'on va tenter de couvrir aujourd'hui. Alors, je me présente Gabriel Tupoula. Je suis ingénieur de formation, gestionnaire de projet de métier. Je cumule une dizaine d'années d'expérience. J'ai fait de nombreux projets dans le commerce électronique, dans les systèmes de gestion de la clientèle, systèmes de gestion financière. J'ai géré une pratique de plus de 60 consultants spécialisés dans les systèmes cloud, ERP et CRM. Et puis, la présentation d'aujourd'hui, la présentation d'aujourd'hui, on va essayer de décortiquer, démystifier. Le terme peut-être paraît ésotérique, mais le but, c'est vraiment de vous aider à vous retrouver dans toutes les possibilités que ça ferait à vous. Pourquoi dis-tu, si tu permets cette fois, pourquoi dis-tu ésotérique? Parce qu'il y a tellement de matière à couvrir en 50 minutes? Ou on va essayer de faire un survol. On va y aller tantôt, mais on va essayer de faire en sorte que les gens soient à l'aise et comprennent leurs besoins et voient comment se retrouver dans tout ça. Très bien. Fait que quand on parle justement de se retrouver dans tout ça, on y va avec des problèmes classiques qu'on voit sur le terrain. Donc, que ce soit les chiffriers Excel qui servent à transmettre les données critiques ou à stocker les données critiques, que ce soit l'entreprise qui est confrontée à utiliser une dizaine de logiciels différents, que ce soit les gens qui sont pris à produire des rapports, que ça leur consomme beaucoup de temps, ou que ça doit faire de la facturation manuellement. Que ce soit les équipes de vente qui ont de la misère à se retrouver dans leurs activités de prospection et qui ont peur de perdre l'information, que ce soit les chargés de projet qui doivent savoir en tout moment est-ce qu'on est en train de perdre de l'argent ou perdre de l'argent. Bref, ça, c'est quelques exemples, puis j'ose espérer qu'il y en a parmi vous qui se reconnaissent parmi ces problématiques-là. Et les principales problématiques, finalement, auxquelles vous répondez. Oui, c'est ça. Puis nous, Big Bang ERP, on est une firme de services conseil qui se spécialise non seulement dans le logiciel, mais dans l'implantation du logiciel, mais aussi de régler les problématiques qu'on vient d'énumérer et d'amener la valeur et la visibilité aux entreprises. Oh, de toute façon, implanter un logiciel sans régler un problème est inutile. Hein, il faut avoir un besoin, une situation, un problème pour ensuite... Comme on dit en bon français, il faut avoir un business case. Oui. C'est ça, donc Big Bang ERP, on est une firme qui se spécialise dans les solutions cloud, mais pour régler ces problèmes-là qu'on vient d'énumérer. Donc aujourd'hui, c'est ça, le sujet est peut-être un peu ambitieux. On va essayer de faire un survol. Donc, on va voir les problématiques avec des exemples concrets, les problématiques qu'on vient d'énumérer. On va essayer de voir les notions de ERP et de cloud. C'est très vaste. L'objectif, c'est vraiment de vous synthétiser et de mieux vous armer pour pouvoir en discuter après, au moins pour poser les bonnes questions ou faire les bonnes réflexions. On va voir les différents modules d'un ERP, que ce soit MES, CRM, SCM, que ce soit des acronymes, mais on va les voir pendant le webinaire. On va glisser un mot sur comment on est supposé s'y prendre pour déployer ces plateformes-là. Ça pourrait être le sujet de notre webinaire au complet, donc on va faire vraiment un survol. Et après ça, on va pouvoir répondre à vos questions. Et le but, c'est vraiment, après le webinaire, vous sortiez équipé pour comprendre c'est quoi les possibilités qui s'offrent à vous, que vous ne soyez plus intimidé, puis que vous soyez au moins en mesure de démarrer une réflexion ou une recherche qui vont pouvoir recherche d'outils qui vont pouvoir vous aider dans l'opération de vos entreprises. Excellent. OK. Fait que, problématique, on va la résumer ainsi, l'entreprise en silo. Là, la liste, j'ai choisi 5 exemples. Je ne dirais pas pris sur le volet parce que ça correspond aux situations qu'on voit le plus souvent dans la règle du 80-20 en entreprise. Donc, les opérations manuelles et répétitives. La redondance de l'information. Donc, on a une information qui est dans plusieurs systèmes différents. Segmentation de l'information. On a de l'information qui ne passe pas d'une application à l'autre. L'évolution difficile des systèmes applicatifs, donc c'est devoir synchroniser, arrimer, harmoniser les différentes plateformes qu'on utilise dans l'entreprise.
Puis évidemment, il y a faire face aux défis de croissance. Donc, c'est 5 thèmes que j'ai choisis pour le webinaire qui, je pense, vont pouvoir vous interpeller, puis on va voir avec quel angle on peut aborder ces problèmes-là d'un point de vue solution logicielle. Parfait. Je vais prendre un exemple que je vais pouvoir décliner à la saveur des 5 problèmes numériques. On prend l'exemple typique d'une entreprise qui a un portail de commerce électronique. Et souvent, le portail et le système comptable à droite n'ont pas été magasinés, choisis, implantés en même temps. Donc, c'est soit une entreprise avait un site web pour tenter le marché, puis là, oups, il y a une demande, puis les ventes rentrent, puis oh, on n'a pas de système comptable en arrière, ou c'est l'inverse. C'est une entreprise qui avait un système comptable qui faisait des affaires classiques avec courriel, téléphone, fax, qui s'est dit, on va faire le passage au commerce électronique. Ça cause des problèmes, puis souvent, ce qu'on voit, c'est premièrement, il y a des gens qui sont payés à faire la manutention de l'information du système A au système B, et les gens qui sont pris à produire des rapports critiques pour l'exercice de l'entreprise, mais ils doivent le faire manuellement, puis c'est une tâche ardue. Donc, on va y aller, on va décliner cet exemple-là, qu'on a vu maintes et maintes fois. Opération manuelle répétitive. Vous avez un site web, il y a des ventes qui rentrent, vous avez votre système comptable, vous devez produire des rapports. Si vous n'avez pas magasiné les deux en même temps aussi, ce n'est pas la même plateforme. Des fois, il y a des gens qui vont avoir des interlogiciels, qui sont un autre sujet à part, on pourra en parler aussi, là, qui vont avoir la chance qu'il y a une application tierce qui synchronise les données entre les systèmes, ils sont chanceux. Mais tous les autres vont se retrouver avec moi je veux dire un problème, eux ne le verront peut-être pas, parce qu'au final, l'entreprise va rouler, va fonctionner. Donc, ces gens-là vont avoir des gens qui sont payés à faire la transmission de données. C'est ça au bout du compte, vous allez avoir des employés qui n'auront pas un rôle stratégique. Vous n'allez pas en tirer une haute valeur. Ce qui va arriver, c'est qu'ils vont faire une tâche répétitive, puis à la fin, ils risquent d'être même blasés, démotivés, mais il n'y a pas d'évolution, puis c'est pas vraiment challengeant. Donc, que ce soit la personne aux opérations qui passe les commandes d'un système à l'autre, que ce soit la personne plus stratégique qui doit produire des rapports, à la fin, les deux font des tâches manuelles et répétitives. Mais tout ça n'ajoute aucune valeur. La productivité en souffre, la rentabilité de l'entreprise en souffre. En tant qu'opérateur ou propriétaire d'entreprise, même si ça fonctionne, au bout du compte, c'est pas optimisé. C'est pas à valeur ajoutée, en effet. Si on prend le même exemple, c'est-à-dire par rapport à la redondance de l'information. Donc, j'ai un système de commerce électronique où les clients s'inscrivent, mettent leurs coordonnées, puis j'ai quelqu'un qui manuellement transfère des données dans l'autre, et même ça, quand on a un interlogiciel pour l'automatiser, ça cause des problèmes de synchronisation d'informations. Donc, les exemples qu'on voit toujours, c'est le client qui est créé en triple dans le système comptable, le nom de la compagnie, le nom de la compagnie sans le Inc., le nom de la compagnie ou le nom de l'individu, c'est bien la belle adresse. La redondance d'information, c'est non seulement ça crée des problèmes de synchronisation, mais à la fin, quand on a la même information dans plusieurs versions, on ne sait même pas si laquelle qui est valide et laquelle qui n'est pas valide. Et même si la personne qui rentre les données tout croche est contente, au final, la personne doit produire des rapports, mais on va faire un défi supplémentaire de devoir disséquer, de devoir se retrouver qu'est-ce qui est valide dans l'information. Ensuite, si on prend toujours le même exemple, au final, si j'ai des données dans des systèmes séparés, j'ai un manque de visibilité. Fait que si j'ai un client qui fait une commande, mais je rentre les commandes dans le système comptable, à la fin, je n'aurai peut-être pas la profitabilité par client, je n'aurai pas mes meilleurs clients, je n'aurai pas les chiffres associés à tout ça. Fait que même si la personne qui fait le transfert de données est heureuse, la personne qui fait les rapports, elle a un défi supplémentaire d'harmoniser des données qui ne sont pas synchronisées, qui peuvent même des fois se contredire. Fait que des fois, le comptable va penser quelque chose, l'opérateur de secteur va penser autre chose, puis c'est deux versions de l'histoire. Toujours dans le même exemple, on a des systèmes différents. Fait il ne se passe pas quand le système web est mis à jour, mais que le système comptable n'en a pas une. Donc, le système comptable, j'allais dire périmé, il n'évolue plus, ou les gens ne le mettent plus à jour, et que le site web, lui, n'est pas au même niveau. Même chose, ça fait que c'est compliqué pour l'usager de se retrouver dans la panoplie d'applications qui n'évoluent pas à la même vitesse. Et pour les personnes qui produisent des rapports, c'est encore un vrai casse-tête ou un café. Okay? Puis, dernier problème, les 5 qu'on a abordés précédemment, le problème de croissance. Vous comprenez que vous avez des systèmes séparés, puis du jour au lendemain, on double votre chiffre d'affaires. Vous avez un problème. Vous allez devoir engager de plus en plus de gens à faire les tâches répétitives, manuelles, synchroniser les données, en fait, les 4 problèmes qu'on vient de voir là-bas. Les gens ont des jobs, ils sont contents, ils travaillent. Mais c'est pour ça qu'ils sourient. C'est pour ça qu'ils sourient, ils sont nombreux. Mais le visage du propriétaire n'est pas là. Le visage du propriétaire n'est pas là, mais on peut s'imaginer que le propriétaire, l'opérateur, lui, c'est à sa défaveur.
L'exemple qu'on vient de prendre du site web et du système comptable, on aurait pu le décliner à plusieurs saveurs. J'aurais pu dire les feuilles de temps avec le système de paie, j'aurais pu dire le chiffrier Excel avec le système financier, j'aurais pu dire la gestion des stocks avec le partenaire qui fait l'impartition, la gestion des stocks. Il y a plusieurs variations, mais au final, ça résume quand même dans les 5 thèmes que je vous proposais de couvrir dans le webinaire. À ce stade-ci, comme je disais tantôt, j'ose espérer qu'il y en a parmi vous qui se sont reconnus, que ce soit dans les opérations manuelles, la redondance d'information, la segmentation de l'information, l'évolution RD du système ou encore les difficultés de croissance. Donc, c'est encore une fois les 5 thèmes que je proposais de couvrir aujourd'hui. Et c'est ça. Donc, Alors, on vous invite à répondre. La question étant, quel irritant mentionné s'applique à votre entreprise? Je pense que vous pouvez en choisir plus d'un. Alors, on va prendre quelques secondes pour évaluer finalement si vous avez de telles situations au sein de votre entreprise. Finalement, ce que tu dis, Gabriel, c'est que j'aime bien l'allusion, c'est jamais volontaire d'avoir des applications en silo, mais étant donné qu'elles ont été implantées à des années différentes, oui. C'était très logique de le faire en 2009, mais vient un autre logiciel parce que, bon, il s'est développé et puis les besoins de l'entreprise ont changé. Peu importe la raison, on implante quelque chose en 2012 et soudainement, ça ne passe pas à l'autre. Et on perd de vue, puis ça prend un certain recul pour pouvoir avoir la vue d'ensemble de notre parc d'applications, bien sûr, ça s'harmonise. C'est justement pour ça que les gens comme nous, les consultants spécialisés là-dedans, parce que c'est un art en soi. Oui. C'est de pouvoir maîtriser tous ces modules d'information-là au sein de l'entreprise. Le fait d'avoir un logiciel acheté en 2009, l'autre en 2012, l'autre en 2014, est-ce que ça implique pour que tous ces gros logiciels-là se parlent, est-ce que ça implique de changer nécessairement le premier? On est capable de les arrimer, mais c'est sûr que si on avait la vision de départ en premier, je veux dire, quand on bâtit une maison, on fait des plans, puis des fois, oui, on peut changer d'idée pendant le chantier. C'est ça, qu'on va en revenir tantôt, mais avoir une feuille de route où on veut se diriger en tant qu'entreprise. Justement, on va en parler maintenant. Là, quand nous rencontrons des clients, c'est oui, il y a la photo initiale, on se situe aujourd'hui, mais c'est où on veut être, en fait, et où on veut être dans 5 ans. Pas facile. Pas facile, mais ça prend un recul pour sortir des opérations de la routine, puis articuler le plan de où on veut se diriger. Et en fonction de nos objectifs, finalement, on choisit les bons outils pour les parvenir. Les bons modules. On établit la bonne feuille de route. Alors, c'est pas les réponses, ça. Alors, on vient afficher les réponses juste pour vous montrer là, un peu les problématiques principales des gens. C'est quand même assez bien... c'est bien réparti. Oui, c'est réparti en effet. On a même qui j'ai vu que c'est la même illustration pour les 5 problèmes. Donc, ces problèmes-là sont souvent liés aussi. Oui, oui. C'est pas une question de difficulté de croissance. Ben, finalement, la croissance vient juste c'est un effet aussi. Exagérer ou agrandir le problème qu'on a d'opération manuelle, ou redondance d'information, ou segmentation d'information. Ouais. Alors, si on a un des trois, puis finalement on a une croissance, ben finalement, un des trois est encore plus important. Exactement. OK, on va mettre la lutte. Donc, la réponse à l'entreprise en silo, donc quand tout est compartimenté, c'est l'intégration. Quand on parle de gestion intégrée, que ce soit pour les ressources humaines, marketing, vente, opération, livraison, finance, aujourd'hui, on va prendre un angle où il n'y a pas la pression d'avoir l'intégration totale. Oui, on peut dire on change tout d'un coup, mais même ça, on peut faire une feuille de route pour peut-être aérer un peu, puis mettre moins de pression sur l'entreprise pour déployer ces nouvelles plateformes-là. Tout changer d'un coup, l'entreprise est gelée pour quelques semaines. Hein? J'imagine que ça va très non, il y a des moyens de le faire, on sait. Des fois, dans certaines tailles d'entreprise, c'est mieux il faut bien le planifier, mais des fois, c'est mieux d'une fois que les usagers sont bien préparés, que l'entreprise a fait une bonne planification. On peut le faire d'un coup. Souvent, ça coïncide avec les fins d'année fiscale. Mais encore là, le déploiement des solutions ERP, comme on va faire un webinaire, comme je l'ai dit tantôt, juste là-dessus, on va checker quelques notions plus tard, là, mais il n'y a pas de recette one size fits all. C'est vraiment selon la feuille de route et la stratégie qui est propre à l'entreprise, c'est là-dedans que nous, on va les accompagner. Mais l'idéal, c'est d'y aller de façon progressive. Oui, pour l'adoption usagée du moins. Là. Oui, c'est ça. Donc, quand on dit, on va juste voir les deux termes clés, ERP et cloud. Quand on dit ERP, bon, au début, dans les années 80-90, ERP voulait vraiment dire système comptable financier. Au fil du temps, la définition s'est élargie un peu, mais en gros, on parle d'ERP quand on a ces notions-là, quand on parle de vue intégrée des processus d'affaires, quand on parle de données en temps réel, on va les mêmes données à la même place.
quand on va avoir une traçabilité des ressources. Quand des ressources au sens large, c'est argent, matériaux, capacité de production, etc. Tout est suivi des transactions. Puis quand transactions, ça commence tôt. C'est pas seulement les ventes, mais c'est la mise en place des contrats, les négociations, la prospection, les achats, l'appel. Donc, c'est encore une fois très large. C'est quand on parle d'un système qui fait le pont entre les départements, puis tout ça, au bout du compte, quand on veut faire une intégration d'applications informatiques, c'est souvent dans le but d'avoir des rapports et d'avoir des métriques et de savoir en temps réel où on se situe et avoir l'heure juste sur son entreprise. Donc ça, c'est pour le volet ERP. Le cloud, lui. Le cloud, c'est le buzzword que vous avez entendu récemment. Au début, on disait ASP pour Application Service Provider. Ensuite, on a dit SaaS pour Software as a Service. Maintenant, on dit cloud. On parle de la même chose. Puis le cloud, on ne fera pas de définition en dormante, c'est vraiment juste, ça se résume par l'impartition, la prise en main, le clé en main de tout le volet technologique de vos applications informatiques. Si on pense au TI, technologie de l'information, c'est comme si on s'intéressait au I, qu'on prenait le T et qu'on le donnait complètement à quelqu'un d'autre. On ne gère plus les moyens physiques, les mises à jour, les applications. Vous vous concentrez sur le volet utilisation du système. Un exemple que je prends souvent pour expliquer le cloud en clientèle, je prends toujours la comparaison de la roulotte et la chambre d'hôtel. On voit souvent des clients qui sont réfractaires à sortir de leur entreprise, leur donner leur base de données, puis qui préfèrent les garder sur place. C'est un peu ça la roulotte. Oui, la roulotte est à vous, elle est storée dans votre garage 50 semaines sur 52. Vous faites la maintenance, vous l'entretenez. Il y a un fardeau qui vient avec ça. Oui, c'est le fun d'avoir le contrôle sur la roulotte et savoir où en tout moment de l'année, mais au final, ça ajoute de la valeur. Vous, qu'est-ce que vous voulez? C'est prendre des vacances ou gérer une roulotte. C'est là qu'il y a l'hôtel. L'hôtel, mais ça permet d'avoir accès à une panoplie d'infrastructures et de divertissements pendant la durée de vos vacances. Vous n'avez pas à vous soucier de l'entretien, vous vous concentrez sur l'utilisation. Je doute qu'il y ait des gens qui ont mis un spa dans leur roulotte. Par contre, dans pas mal tous les hôtels aujourd'hui, il y a un spa. Donc, c'est un peu ça. Et quand la comparaison se fait avec la mise à jour logicielle, souvent on achète un logiciel, puis là, en tant qu'utilisateur, il faut mettre des mises à jour et d'autres mises à jour, c'est un peu lourd. Quand la femme d'hôtel passe dans votre chambre quand la femme de ménage passe dans votre chambre d'hôtel, bien souvent vous êtes à la piscine ou vous êtes ailleurs, vous n'en prenez même pas conscience. C'est un peu ça, les mises à jour logicielles dans le cloud. Donc, je disais tantôt, le fait d'impartitionner le volet technologique, de dire, bien, tout le volet technologique de notre entreprise va être ailleurs, hébergé ailleurs, puis que nous, on a juste une connexion Internet chez nous. Ça se résume à ça, puis au final, physiquement, mais c'est dire, il y a une utilisation des coûts qui se fait. C'est-à-dire les serveurs sur lesquels sont hébergés des applications, c'est des serveurs que, premièrement, vous, si vous aviez votre serveur à vous, vous ne pourrez pas vous payer. Exemple, je prends un autre comparaison, c'est il n'y a personne qui est centrale hydroélectrique cché lui, mais l'électricité arrive chez tout le monde. C'est un peu ça le modèle. Les mises à jour, on pense à la femme de ménage, le fait de ne pas avoir à se soucier de quand sont faites les mises à jour et que ce soit transparent pour l'utilisateur ajoute une grande valeur et il y a beaucoup de distractions qui apportent, encore une fois, je vais le mot-clé, peu de valeur à votre entreprise. Et la communauté d'utilisateurs. Quand vous êtes dans le cloud, vous êtes avec beaucoup de gens qui utilisent la même application en même temps. Et ça vient, quand il y a une masse critique qui t'atteint, élargir toutes les possibilités, que ce soit en termes d'échanger l'information, la formation, les solutions périphériques qui vont s'offrir à vos produits. Donc, ça vient un peu enrichir l'expérience utilisateur. Mais finalement, Gabriel, selon tu parles, c'est les avantages du cloud. Ouais. Qu'il soit relié au ERP, tout ça. C'est le cloud en général. Petite parenthèse pour ceux qui aimeraient nous revoir, vous avez réalisé que quand on démarre un sondage comme ça, vous devez cliquer sur participant pour revoir la vidéo. Des fois, vous n'aimeriez pas nous voir, regardez-le ici. Révélation choc. Oui, quand on va chez les clients et qu'on les interviewe dans le cadre de l'évaluation de leurs besoins, un réflexe qu'on voit souvent, c'est que les gens croient que leur entreprise a des spécificités qui leur sont propres. Et oui, c'est vrai, il va y avoir des particularités. Mais au final, les entreprises se ressemblent toutes. À la fin de la journée, l'entreprise, c'est quoi? C'est une entité qui fait soit la revente de produits, la transformation, la fabrication de produits, ou soit qui offre des services, donc qui vendent du temps humain.
toute entreprise va devoir faire de la prospection, de la promotion, devoir transiger avec des fournisseurs, faire la gestion de projet, communiquer, interagir avec différentes entités, que ce soit des clients, fournisseurs, partenaires. Il va devoir gérer des budgets, gérer des finances. Il va avoir du personnel à payer, puis il va devoir avoir au centre de ses opérations, comme tout le monde le dit, la satisfaction du client. Donc, les entreprises se ressemblent, elles ont tous des départements, elles ont tous des défis d'intégration de l'information. Puis c'est là que le ERP embarque. Dans le fond, on parle de ERP la seconde qu'on a au moins deux de ces modules-là intégrés ensemble, ou des fois même un module en soi, vous allez voir plus tard, peut être suffisant à gérer ou optimiser beaucoup des facettes d'une entreprise. Donc, le ERP, c'est vraiment dire qu'on intègre les données et on centralise et puis on fait le pont entre tous les départements et en ne perdant pas de vue que justement, même si une entreprise a des spécificités qui lui sont propres, dans la structure ou dans les besoins ou dans les problématiques d'affaires, elles se ressemblent énormément. Okay. Alors, juste pour situer, là, le ERP est associé au domaine manufacturier. Et maintenant, un ERP, qu'est-ce que c'est précisément? Là, Gabriel, tu mentionnes, c'est quand deux pro-logiciels se parlent. Oui, dès qu'on parle de migration de données dans une entreprise, on parle de l'ERP. Oui, au début, l'ERP était plus associé au manufacturier, aux gestion de ressources, aux planification. Mais avec le temps, la définition s'est élargie pour englober tout ce qu'on voit sur la setup actuellement. Donc, des fois, on peut acheter un HCM, mais vous allez voir que dans les produits sur le marché, maintenant, c'est le brand ERP. Donc, on va voir, par exemple, il y a des solutions qui étaient HCM, qui brandaient comme HCM, on va voir les acronymes dans quelques étapes. Puis aujourd'hui, je dis, on est un ERP aussi. Fait que la famille, c'est un peu... oui, hein? Donc, on perd la signification du ERP. Fait que là, on embarque dans le vif du sujet, décortiquer les acronymes. Donc là, tous les acronymes qui étaient mentionnés aujourd'hui, vous allez les voir, une assistante à la fois, et chaque acronyme va répondre à une fonction d'affaires. Donc, on va partir du dessus pour aller en profondeur. Une activité qui est plus, on va dire, superficielle, pour ne pas dire point important, c'est la prospection, la promotion. Fait, quand on parle de MAS, premier acronyme ici, on parle de Marketing Automation System. C'est quand on veut opérationnaliser et optimiser toutes nos campagnes de marketing dans un système centralisé. Puis quand on dit tout, que ce soit les campagnes papier ou que ce soit les campagnes électroniques, c'est juste dire qu'on garde une vue d'ensemble de toutes les initiatives qu'on va mettre de l'avant pour transiger avec nos éventuels clients ou nos clients existants. Et de façon plus sophistiquée, les derniers systèmes vont nous permettre d'adapter le contenu promotionnel à leur comportement. C'est-à-dire que vous n'enverrez pas dans une infolettre une publicité pour un produit que votre client va avoir acheté précédemment. Oui. Donc, une entreprise qui réalise aujourd'hui qu'elle fait plusieurs campagnes et qui manque de visibilité sur la rétroaction de ces campagnes, sur la rentabilité de ces campagnes promotionnelles, qui dit « moi, je vais mettre de l'ordre dans tout ça et à centraliser le tout », va vouloir être à la recherche d'un Marketing Automation System. Et pourquoi les acronymes sont en anglais? En passant, c'est les mettre en français, vous n'aurez pas rendu service, parce que quand il est temps de magasiner sur Internet, vous voulez chercher un MAS. Donc, et ça, tous les acronymes qu'on voit, là, votre entreprise est en mesure de dire voici vos besoins, voici les principaux produits, voici nos propositions, puis on vous accompagne pour les implanter. Dans la sélection et l'implantation du produit. Deuxième acronyme, CRM, Customer Relationship Management. Lui, c'est le plus répandu. Les entreprises, il y en a beaucoup qui ont fait le saut. C'est quand on parle de la base de données qui regroupe toutes nos activités, puis en fait, toute notre clientèle et les contacts, mais aussi toute la centralisation des points de contact qu'on va avoir avec eux, toutes les interactions, que ce soit des messages, des lettres, des fax, des appels téléphoniques. Ce client-là, on l'a déjà appelé ou pas, combien de fois on l'a appelé, et tout dessus la campagne. C'est avoir ce qu'on dit souvent une vue 360 degrés du client. Et les CRM complets vont nous permettre de faire ce qu'on appelle la gestion d'opportunités. J'ai vu un client potentiel, il me parlait d'une transaction potentielle, je vais vouloir faire une traçabilité de mes interactions avec lui, mais voir aussi comment augmente mes chances d'avoir une relation d'affaires avec ce client-là et de pouvoir faire des cotations, puis juste aller se rendre jusqu'à la prise de commande. Donc ça, c'est le volet CRM. Alors oui, c'est ça, des leads, des opportunités, finalement, garder la trace de tous les prospects, et Dieu sait que c'est de plus en plus complexe et long de vendre quoi que ce soit. Alors, ça devient de plus en plus essentiel. C'est essentiel, puis en gros, c'est ne pas échapper des balles, ne pas rater des opportunités, mais aussi de ne pas faire preuve de cohérence avec le client. On peut le rappeler 2 fois pour la même chose, montrer qu'on se rappelle de son histoire, on se rappelle de ses besoins, puis que l'information est fluide à l'intérieur de l'entreprise. Très bien.
SCM, donc là, on tombe dans ce qu'on appelle les industries différentes. Fait que SCM, c'est Supply Chain Management, puis l'autre acronyme qu'on voyait avant, c'est le WMS, le Warehouse Management System. C'est encore là, au niveau, on parlait de warehouse, mais finalement, on a élargi. Puis le SCM englobe tout, donc c'est vraiment pour encadrer et automatiser tout ce qui est manutention des biens vendus. Puis c'est non seulement la gestion d'inventaire, mais c'est la gestion des fournisseurs, des transporteurs, c'est exécuter les commandes, superviser la livraison, la réception des marchandises, le retour des marchandises, c'est tout ce qui, on transige jusqu'à un bien physique, on parle de SCM, Supply Chain Management. Et comme je disais tantôt, les SCM maintenant, il y en a que vous allez magasiner qui vont inclure la base des fonctionnalités financières. Ce ne sera pas un RP à haute envergure au complet, mais qui vont vous permettre d'en avoir assez pour dire que vous avez l'information financière sur la gestion de votre entrepôt. Okay. Encore, on change d'industrie, MRP, Manufacturing Resource Planning. Donc ça, c'est quand on veut opérationnaliser les moyens de production. Puis quand on dit production, c'est autant les machines que les ouvriers, que ce soit le contrôle des matériaux. Encore une fois, les MRP viennent aujourd'hui avec des fonctionnalités non seulement financières, mais qui nous permettent de faire du forecasting. Juste dans l'industrie où c'est saisonnier, où les ventes de l'année précédente sont importantes, on doit commander les stocks en gros. Il y a une capacité de planification qui est importante, qui va vous donner un avantage concurrentiel. Donc, les MRP ont maintenant des fonctionnalités qu'on dit de forecasting et de demand planning, pour vous appuyer dans la gestion de la croissance et anticiper les besoins de votre marché, puis vous préparer en tant que producteur aux réalités du marché changeant. Autre acronyme, là, on change d'industrie, le PSA, le Professional Service Automation. Donc, c'est tout ce qui vient encadrer la prestation des services. Donc, c'est de la gestion du devis, de l'estimer, on crée un mandat parce qu'on a signé la vente, assigner les bonnes ressources, faire le contrôle des coûts, des tâches, des livrables, avoir des feuilles de temps, de coûts et d'horaires attachés à tout ça. Est-ce qu'on s'est fait payer ou pas? Est-ce qu'on a eu l'approbation? Est-ce qu'on respecte le budget du client? Est-ce qu'on facture quand on a atteint un jalon? C'est du temps immatériel? Donc, c'est vraiment toute la panoplie de besoins d'entreprise de services. Et avant, on pouvait inclure là-dedans, on a déjà vu un TTS ou bien ITS pour Ticket Tracking System. Les premiers systèmes qu'on a vus dans ces eaux-là, c'était pour les centres de support. Vous appelez votre compagnie, votre cabot distributeur, votre téléphone, mais ils ouvrent un ticket pour gérer votre requête ou votre plainte. Mais maintenant, le PSA englobe souvent le TTS. C'est-à-dire que dans les applications de gestion des services, il va y avoir des modules ou des fonctionnalités pour gérer les demandes ad hoc des clients. Donc, ça, c'est pour le PSA. Et le PSA, corrige-moi si je fais erreur, mais j'imagine que c'est pour les firmes professionnelles également? Oui. Donc, tes bureaux d'avocats, de comptables, de génie conseil. Tout ce qui implique le service, puis donc tout ce qui prend du temps d'individu qui, à la fin, produit une facturation selon différents horaires, différents modèles. Compagnie web, peu importe le service. C'est ça. HCM, là, on tombe dans le plus raffiné, c'est Human Capital Management. Toute entreprise a du personnel, donc avoir des dossiers d'employés. Les entreprises qui veulent se différencier pour attirer du nouveau personnel vont vouloir dire qu'on a gestion du talent. C'est le nouveau terme à la mode, la rétention, la motivation, la gamification pour motiver les employés. Bon. Le HCM vient un peu répondre à ça, donc c'est quand on va aller une cloche plus loin en gestion de la ressource humaine, puis qu'on veut avoir non seulement des outils d'employés, mais une planification de la capacité, gérer les compétences, avoir toutes les revues trimestrielles ou annuelles des employés, les feuilles de temps, les gestions des promotions, de la formation, des assignations, puis on va même inclure des organigrammes des fois dynamiques au lieu de faire un organigramme manuel de l'entreprise, on va l'avoir au cœur même du HCM. Et puis, c'est ça peut même être, on engage un nouvel employé, il va avoir des fonctionnalités d'intégration de l'employé. Et encore là, des fois, la frontière est mince entre le HCM et le PSA. Parce que souvent, les besoins que je viens de dire, les entreprises de services vont être plus avancées là-dedans, contrairement dans un MRP où les ouvriers, dans le fond, se remplacent plus facilement sur le plancher. C'est toute réserve. Mais c'est ça, les HCM vont des fois avoir des fonctionnalités comptables et financières. Ils vont inclure la gestion de l'aspect, de sorte qu'on est capable de couvrir des fois 75% des réseaux d'affaires de l'entreprise avec le bon HCM. D'accord. Okay. Mais là, Gabriel, on parle de 6. Est-ce que tu as fini? Oui, c'est le dernier. Oui. Alors, je pense que tu en as couvert 6 ou 7. Alors, comment une firme peut être suffisamment experte et connaître suffisamment chacun des pros logiciels pour identifier les besoins? Comment vous y prenez? Il n'y a pas de recette magique.
Quand on arrive aux besoins d'affaires, l'analyse des processus d'affaires, là, comme je disais, la plupart des problématiques d'affaires se ressemblent et on est capable de transposer notre expérience d'un client à l'autre. Notre équipe de service conseil ne connaît pas tous les logiciels techniques. Donc, un consultant typique va peut-être prendre un an et demi à avoir touché les différentes facettes, mais il va se spécialiser dans un ou deux ou trois modules selon les assignations qu'il a. Mais d'un point de vue d'affaires, un analyste d'affaires, lui, va maîtriser tous les processus d'affaires qui sont clés à ces différentes facettes de l'entreprise. Et peut passer la balle ensuite à un expert qui lui va identifier, par exemple, le HCM le plus approprié. Exactement. Ça prend, je pense, évidemment, dans la situation, j'ai magasiné certains pro-logiciels comme ça, puis évaluer des démos, c'est une confusion complète. Les pour et les contre, les besoins. Alors ça, c'est juste un pro-logiciel. Quand il y a le temps d'analyser 5, 6, 7 pro-logiciels, ça prend une tête, une expérience formidable. Ça prend une expérience, ça prend un recul, ça prend du temps. Il faut harmoniser les besoins de notre équipe. Il faut être sûr que, comme ça, au début du webinaire, non seulement où on est aujourd'hui, c'est quoi les problèmes qu'on a, mais on se voit où dans 5 ans, on ne veut pas changer 3-4 fois de système. Là. Donc, c'est harmoniser, seulement homogénéiser la vision d'entreprise, puis l'articuler de façon pour dire, bon, ben, c'est ça dont on a besoin. C'est pour ça que nos analystes d'affaires, quand ils vont se rendre chez un client, ils vont mettre de côté le volet technologique. On va d'abord regarder c'est quoi le processus d'affaires. Et c'est dans un deuxième temps qu'on va faire ce qu'on appelle une analyse de gap pour voir c'est quoi le clivage qui existe entre les besoins d'affaires aujourd'hui, les besoins d'affaires désirés, voulus ou anticipés pour les 5 prochaines années, et aussi pour les mesurer vis-à-vis des différentes solutions RP qui s'offrent. Donc, le logiciel, c'est réellement la dernière analyse. C'est un petit peu ça. C'est le deuxième temps. Ça ne donne rien de magasiner un logiciel si on n'a pas compris la réalité d'affaires. Oui. Et bien souvent, puis je me mets dans les chaussures d'un dirigeant d'entreprise, bien souvent, quand on tombe sur un logiciel, je ne savais pas que ça pouvait faire ça. Puis se met à analyser un logiciel très très précis sans avoir le recul dont tu parles. Puis ils vont se perdre dans les démos. C'est pour ça qu'aller magasiner, aller faire un peu de légitrine, c'est correct, mais il faut pas, avant d'investir un temps faramineux dans les démos ou de faire des pilotes, c'est bon des fois de s'asseoir puis réfléchir au l'ordinateur et penser aux besoins. Oui. Pardon, le donné acronyme, il en manque un, c'est le ERP lui-même. Comme je disais tantôt, le ERP, traditionnellement, c'est tout ce qui est finance, mais maintenant, on dit que c'est vraiment plus large, que ce qui fait référence. Dans le fond, c'est dès qu'il y a une couche d'information financière dans une suite de logiciels, on parle de ERP. OK. Cette acétate-là, c'est comment, je pense, qu'on peut résumer le plus facilement les acronymes qu'on vient de voir. Donc, quand je disais tantôt, le MES était plus superficiel, mais c'est un peu, dans le fond, ça vient en boulimie, c'est un peu la cerise sur le sommet, c'est ce qui fait tout, c'est la promotion. C'est pas superficiel, c'est plus d'eau dans le processus de vente. C'est plus dans le processus de vente, puis c'est plus en surface, on est moins au cœur des problèmes de l'entreprise, on est moins lié aux autres, on s'est peut-être plus détaché comme volet. D'accord. Quand on tombe de CRM ou de HLM, les deux, moi, je les vois comme étant des modules de relations. On gère les relations avec les employés, ou on gère les relations avec les clients. Moi, c'est la chose de relation. C'est bien structuré. OK. Après ça, quand on parle de PSC, MRP, SCM, on tombe dans le volet production. Fait que le PSC, c'est les services, le MRP, c'est le manufacturier, et le SCM, c'est tout ce qui est chaîne logistique. Donc là, puis des fois, il y a des entreprises qui vont mélanger les deux. Il y a des gens qui vont faire du service et du manufacturier. Ils vont faire du logistique et du manufacturier. Il y a pas, on peut voir les trois, mais au final, on s'adresse au cœur logistique, aux opérations, c'est pour ça que je dis la production. Et en dernier lieu, à la base, c'est la finance. Mais la finance, c'est pas pour dire que c'est le plus important des volets. Il y a beaucoup d'entreprises, tu sais que l'écosystème de plateformes informatiques a changé, c'est démocratisé. Il y a beaucoup de produits qui existent. Donc, on parlait tantôt du cloud. Le fait que les frais de développement sont mutualisés, il y a beaucoup de produits qui existent dans le cloud aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 10 ans. Donc, avec tous les acronymes qu'on vient de voir, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent aux entreprises aujourd'hui. À des coûts abordables qui n'existaient pas. Fait que là, le problème, c'est pas il manque de produits ou de possibilités, c'est qu'il y a trop de produits, trop de possibilités qu'il faut décortiquer et se retrouver. Donc, et une entreprise peut décider, ben moi, ce qui est clé pour moi, c'est le PSA, le ARP. À la fin de l'ARP, c'est juste dire, toute entreprise, au final, va devoir avoir des livres financiers, va devoir faire une déclaration d'impôt. On ne s'en sort pas de toute façon, il va avoir du comptable. Donc, on peut décider, ben moi, cette année, c'est le CRM que je regarde, c'est le PSA que je regarde, ou on peut s'attaquer à
Et c'est pour ça que l'éducation est là. On peut s'attaquer à une couche différente de notre entreprise. On peut dire, focus sur la production. Nous, le problème, c'est les relations. Nous, on est bon en relation, on est bon en production, mais on promouvoit mal. Oui. C'est vraiment, c'est quelle couche qu'on va attaquer. Fait que l'avoir articulé comme ça permet de peut-être décortiquer un peu les différentes couches applicatives. La structure nous permet de bien comprendre. Mais est-ce que c'est une nécessité d'y aller de façon granulaire comme ça? Est-ce que, par exemple, un PSA peut inclure un ERP s'il est choisi en conséquence? Exactement. C'est pour ça qu'au final, ce qui est important en premier lieu, puis là, on vient un peu dans le déploiement, c'est de faire une bonne analyse des processus d'affaires. OK. Cette étape-là n'est qu'un sous-ensemble des produits cloud ERP disponibles sur le marché pour différentes industries, différents secteurs, pour différentes échelles d'entreprise. C'est vraiment un sous-ensemble. Il y a beaucoup de possibilités. Des centaines. Des centaines. Donc, il faut d'abord identifier c'est quoi on va arriver à la... Vous avez tous implanté Quand on installe un système ERP, souvent on touche à l'ancien système ERP ou on touche à l'autre système ERP de l'autre département, de l'autre division. Même si on n'a pas implanté tout ça, nous avons été en contact avec ça. On n'a pas le choix, c'est obligé. Donc, quand vient le moment de déployer le ERP, c'est aujourd'hui, on a vu les 5 catégories d'éditeurs. Puis on a vu les différentes couches de fonctionnalités d'affaires. C'est qu'est-ce qui fait mal aujourd'hui? Une question qu'on pose toujours à la clientèle, c'est où est la perte de productivité? C'est quoi les coûts qu'il y a à sauver? Puis plus important, c'est quand on modélise la situation actuelle de l'entreprise, c'est si je double le chiffre d'affaires demain, qu'est-ce qui va briser? Puis là, ça, c'est une discussion toujours importante. Une entreprise qui n'a pas des ambitions de croissance, mais c'est peut-être moins intéressant comme axe de réflexion, mais quelqu'un qui a l'ambition de grandir, mais c'est mieux de se poser la question au début, faire l'analyse de la situation de l'entreprise, plutôt que d'avoir la surprise quand le commandant. Les entreprises qui vous appellent pour faire une évaluation comme celle-là, sont-ils toujours au fait, justement, des irritants? Non, des fois, dans les PME, c'est plus facile, tout le monde parle à tout le monde, mais dans une grande entreprise, des fois, le département de ressources humaines ne sait pas ce que le département de vente fait. Il faut avoir, justement, il faut orchestrer la discussion pour avoir une vision d'ensemble de l'entreprise. Très important, c'est identifier les ressources clés à l'interne, c'est-à-dire sans tomber en mode vox pop qui faire des sondages et ramasser des suggestions. C'est vraiment de voir c'est qui les décideurs chez vous, c'est qui les gestionnaires, c'est qui les opérateurs, puis d'avoir leur pouls, puis avoir leur opinion et leur spécification dans la situation courante, mais aussi comment ils voient la chose et comment ça devrait être. Parce que magasiner un système qui doit faire ce que la situation courante fait, alors que dans le fond, on devrait être ailleurs dès le début, ça ne sert pas à grand-chose. Et comme je disais tantôt, maintenant qu'il y a différents acronymes, différents modules, différentes possibilités, oui, on peut changer d'un coup, ou bien on peut juste dire, ben nous, dans les 2 prochaines années, on veut faire évoluer l'entreprise, on veut la moderniser, puis des gens comme Big Bang ERP ou d'autres consultants vont nous aider à faire la feuille de route de, ben, nous sommes au point A aujourd'hui, comment on se rend au point B, en combien de temps, est-ce que le système comptable que je prends aujourd'hui va fonctionner avec le site web que je vais faire l'an prochain, c'est un peu faire un plan de match, puis ça donnerait de le faire sur 10 ans, les applications évoluent. On dit toujours 3 à 5 ans maximum, mais au moins planifier pour l'année et l'année suivante et l'année subséquente pour avoir justement une cohérence au niveau du déploiement des applications. Choisir les fournisseurs compatibles avec vos mentalités. Là, magasiner un consultant, c'est magasiner aussi un partenaire, c'est quelqu'un qui va vous appuyer dans la croissance de votre entreprise, dans le déploiement. Si vous avez quelqu'un qui est incompatible avec votre philosophie d'entreprise, votre manière de voir les choses, mais il y a un disconnect. Donc, quelqu'un qui parle le même langage que vous, qui connaît votre réalité d'affaires, qui connaît vos irritants, qui a de l'expérience avec votre industrie. Oui, l'expérience avec l'industrie est importante. C'est le plus important. Ah oui? Oui. Et en dernier, le déploiement progressif, donc le fait qu'il soit infonuagique, plus de modules, nous permet, si voulu, de l'étaler dans le temps, qui fait moins de pression pour les utilisateurs ou les différents départements impliqués dans le déploiement des solutions. Ça, c'est, comme je disais tantôt au début du webinaire, on aurait pu faire un webinaire au complet sur c'est quoi les approches, que ce soit dans la sélection, le magasinage, la structure de projet, comment structurer votre équipe à l'interne pour le système ERP. On pourra le voir peut-être plus tard, on annoncera notre webinaire, mais en gros, c'est un survol de différentes notions à avoir en tête avant de se lancer là-dedans. Les facteurs de succès, donc, je le répète et je ne le répéterai jamais assez, c'est avant tout, avant de se lancer dans le technologique, c'est bien comprendre les processus d'affaires, où on est, où on veut se diriger.
Quelles sont les données stratégiques pour l'entreprise? Parce que le fait que le système soit intégré et qu'on ait tous les données centralisées, à la fin, c'est pour avoir des rapports ou des indicateurs de performance qui sont très à la mode aussi. Donc, établir dès le début du projet quels sont les indicateurs de performance que vous voulez avoir dans le cadre de vos opérations, dans votre quotidien, ça devrait être la première requête. Qu'est-ce que vous voulez voir comme données le matin en arrivant au travail? Ça, c'est la première question qu'on pose. Puis de là part aussi l'analyse d'affaires souvent. L'alignement des personnes, processus, technologie. Donc oui, il y a la technologie, mais avant tout, il y a le processus des personnes. Il faut harmoniser les requis usagers, il faut harmoniser la vision d'affaires des différents départements. Donc, c'est très important. Il faut avoir des ressources internes dédiées au projet. Fait que, comme souvent tu disais, non seulement ça prend du temps à magasiner, mais ça prend encore plus de temps à déployer. Fait il faut avoir début de ressources à l'interne. Nous, des firmes comme nous peuvent accompagner le client, mais il faut avoir ce qu'on appelle un bon terme français, le commitment. Il faut que le client soit dédié au projet. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il mette l'entreprise sur pause, mais il faut au moins avoir des décideurs autour de la table au bon moment, puis on va pouvoir faire le reste du travail. Ce que tu dis, Gabriel, c'est que vous pouvez faire un bout de chemin en termes de formation. Quelqu'un à l'interne qui va s'assurer que les réponses sont... On encourage à avoir quelqu'un à l'interne. Dès le début du projet, nous, Big Bang ERP, dès le cycle de vente, on veut avoir ce qu'on appelle un champion d'organisation. Oui. C'est qui notre interlocuteur, puis ça ne peut pas dire que c'est le président d'entreprise ou le directeur d'opération, ça peut être l'employé champion logistique qui fait le relais entre les départements ou qui fait le plus de départements dans l'entreprise. Donc, ça nous prend le fil conducteur. Là. Donc, le plus tôt on identifie ça ou ces personnes-là en début de mandat, le mieux c'est. Parce que ça va mettre moins de pression sur la compagnie, mais ça va permettre de faire des économies parce que nous, on va devoir investir moins de temps pour déployer le système. Parce que, corrige-moi si je suis en erreur, mais le fait d'avoir une excellente application est une chose, le fait de former les gens, mais l'utilisation qu'ils vont en faire est déterminante. Et la valeur qu'ils vont en tirer, parce que j'ai fait un système chez vous, puis tout le monde l'utilise, mais on n'extrait pas de données ou d'indicateurs de performance, il n'y a pas de tableau de bord, ou il n'y a pas de synthèse. Bon, on a peut-être opérationnalisé l'entreprise, mais nous n'avons pas amené de valeur stratégique dans les données qui sont dans le système. Le défi, c'est beaucoup de pression, l'installation, mais le dessert, la finale, c'est les données qu'on sort du système en bout de ligne. Considération, donc, on a insisté beaucoup sur le volet modulaire des fonctionnalités d'entreprise et des différentes applications qu'on pouvait acheter si on veut ou installer à la carte. Par contre, il ne faut pas non plus se lancer dans un buffet d'applications. Je veux dire, on veut avoir 1, 2, 3 systèmes qui cohabitent bien ensemble, ça peut fonctionner, mais plus que ça, là, c'est que il va y avoir d'autres irritants, d'autres contentions, puis il va y avoir une autre lourdeur à ajouter avec ça. Aussi, tantôt je disais d'établir la feuille de route pour au moins 2 ans, c'est qu'on veut prendre des applications qui vont être compatibles ensemble ou qui vont avoir la même saveur. On ne veut pas mélanger des produits complètement hétérogènes. Ça prend une certaine homogénéité dans l'architecture d'entreprise qu'on va déployer. Et puis, les systèmes doivent se parler. Il faut que les données qui sont des systèmes séparés, que ça soit fluide et qu'il n'y ait pas de... Ça représente un problème souvent si on ne prend pas, par exemple, la même série de produits, le même manufacturier. Est-ce que ça peut représenter un problème? Ça peut faire un clivage au niveau des processus d'affaires. Ou bien on va se ramasser à payer en double pour des fonctionnalités redondantes. Et c'est ce qu'on veut éviter. C'est ce qu'on veut éviter. On veut payer pour les fonctionnalités dont on a besoin, on ne veut pas payer pour des fonctionnalités qu'on n'utilisera pas. Donc finalement, si une entreprise choisit PSA, parce que ça correspond précisément à ses besoins, par exemple dans le domaine légal, je sais qu'il y en a quelques-uns, là, et a besoin d'un ERP, c'est de voir lesquels sont les plus compatibles avec le pro-logiciel principal. C'est ça, pour en tirer le maximum de valeur. Oui. Donc, c'est ça. Donc, en conclusion, les objectifs de toute la réflexion, j'espère que, en fait, tout le processus de réflexion que j'espère avoir été amorcé par la présentation, c'est quoi l'intégration, mais sans perdre de vue notre objectif d'affaires qui, à la fin, c'est va tourner autour du client et des données stratégiques pour l'entreprise. On a vu les bénéfices de l'approche info-nuagique qui vient démocratiser et exploser le nombre de possibilités qui s'offrent à vous pour opérationnaliser votre entreprise. Il y a l'importance de s'entourer des bons professionnels qui ont l'expérience avec des clients, d'autres clients de votre industrie qui comprennent votre réalité d'affaires.
Puis, une fois qu'on a bien amorcé tout ça, finalement, on retourne dans le volet stratégique de c'est quoi les données qu'on veut extraire ou qu'on veut mettre de l'avant avec le système ERP. À la fin, tout ça, c'est une discussion mécanique, informatique, logicielle, mais c'est toujours centré sur c'est quoi l'objectif d'affaires. Et on doit avoir dit le mot valeur ajoutée une dizaine de fois. C'est quoi la valeur que vous allez pouvoir tirer comme opérateur d'entreprise, comme propriétaire d'entreprise. Ta conclusion est très claire, parce que finalement, on a survolé plusieurs acronymes, puis pro-logiciels, puis on peut se perdre dans tout ça, mais la conclusion, je trouve, apporte beaucoup de clarté dans tout ça. C'est l'objectif. Donc, le questionnement maintenant, c'est après le webinaire qu'on vient de faire, ou les points qu'on vient de toucher, à quel point vous considérez que le sujet devrait être discuté au sein de votre entreprise? Alors, peu importe le pro-logiciel. Peu importe le pro-logiciel, ou le besoin, ou le module, ou la fonctionnalité, ou la couche applicative à laquelle on veut s'attaquer. Le virage, qu'on en parlait avant la formation, le virage, étant donné qu'il est très récent, hein, on parle d'une démocratisation des pro-logiciels, on parle des derniers 5 ans, une évolution très, très importante. Le Québec ayant un peu de retard, j'imagine que cette réflexion-là que doivent avoir les PME est assez récente. C'est assez récente, mais surtout que les gens étaient plus réticents au Québec traditionnellement à aller vers l'info numérique, vers le cloud. Fait que, oui, ce processus est un peu récent, puis cette sensibilisation aux nouvelles possibilités qui s'offrent est récente aussi. Parce que finalement, ce qui était réticent à aller au cloud versus la méthode traditionnelle qui impliquait une licence de serveur, puis ils l'ont pas fait, ben voilà la chance d'y aller de façon économique. Puis la chance est assez récente d'automatiser les processus. Puis, même si on n'achète pas tout ça aujourd'hui, on ne tombe pas là-dedans, mais au moins amorcer le processus de réflexion pour savoir, juste ne serait-ce que faire l'analyse de notre entreprise pour savoir où sont les irritants aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'on devrait commencer à magasiner si un jour on souhaite optimiser, opérationnaliser, mais puis déjà bon, juste savoir ce qu'on cherche. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises que les systèmes qu'on vient de voir aujourd'hui sont faits avec des chiffriers Excel ou ne sont pas, ou des problèmes, ou on a des problèmes avec les solutions temporaires deviennent vite permanentes. Là. Donc, c'est juste des fois susciter l'intérêt pour les possibilités. C'est ça, avant de choisir le bon, encore faut-il mettre le doigt sur un problème qui peut être réglé aujourd'hui avec de telles applications. Les gens ont répondu. Alors, une seule personne a oublié. Je pense on vit un virage important. Et puis, c'est signe que la panoplie d'applications amène une confusion totale. Moi, le premier, j'ai l'impression de ne pas avoir ce don d'analyser différents logiciels. Ça prend une expertise, puis bien souvent, comme disait Gabriel, ça prend une expertise dans l'industrie propre. Parce qu'on a beau dire que chaque entreprise a des situations semblables, mais chaque industrie a quand même des réalités différentes. Donc, c'est la conclusion. Donc, s'il y avait des questions, on peut prendre le temps pour répondre à partir de maintenant. Le timing est parfait. On parle il nous reste à peu près 5 minutes. Alors, merci beaucoup pour ces explications. Si vous avez des questions, en effet, dans la boîte QR ou si vous avez des commentaires dans la boîte de chat. Alors, tiens, on a une question de Marie-Josée. Bonjour Gabriel. Est-ce que ERP Guru / NetSuite répond aux besoins des clients qui veulent pouvoir projeter un budget dans une croissance future dans l'info numérique? Oui, NetSuite est un exemple d'application, mais il y en a plein d'autres en mode cloud qui permettent, qui ont des fonctionnalités satisfaisantes pour faire un budget et faire du contrôle de coûts. Il y a des applications cloud qui ne font que ça. Pour répondre à la question, donc oui, on demandait spécifiquement NetSuite. NetSuite est un ERP logiciel de gestion qui couvre toutes les facettes d'entreprise. Oui, des fonctions de budgeting, mais il y en a beaucoup d'autres aussi qui sont disponibles. Et si on veut vraiment être raffiné, si demain on veut l'implanter dans une multinationale ou dans une entreprise avec beaucoup de départements, il y a des applications cloud, il y a peut-être Adaptive Planning qui me vient en tête, là, qui ne font que du budget et contrôle de coûts, interdépartement, intercompagnie. Une autre chose aussi qu'il faut réellement considérer, NetSuite, j'imagine que
c'est un truc assez lourd, assez gros, dépendamment de la taille et des besoins. Ça peut être très large, mais oui. là-dessus, c'est un exemple d'une application qu'on le voit des fois chez des clients de 20 employés, puis des clients de 20 000 employés. La même plateforme qui est capable d'être extensible. C'est la beauté de l'info numérique, finalement. Ça, on fait par usager. On peut avoir une solution de 20 000 employés implantée dans une petite PME. Et si ma famille s'agrandit, je n'ai pas besoin de changer de roulotte, je peux prendre une chambre d'hôtel de plus quand je voyage. T'aimes bien cette métaphore-là, toi? Ah, je faisais ma... Es-tu un grand-père? Non. Non. Donc, tu utilises l'hôtel. L'hôtel à 100%. Oui, Michel, en effet, la PPT, de même que l'enregistrement d'informations vont être disponibles. Ça va vous être transmis dans un courriel demain. Alors, c'est une bonne d'information, de clarification vraiment intéressante. Il est parfait, Nicole. Est-ce applicable pour les travailleurs autonomes qui... J'en vois une. Est-ce applicable pour les travailleurs autonomes qui débutent? Bien, je dirais oui, parce qu'un travailleur autonome, donc qui fait du service, là, manifestement, qui gère plusieurs clients, puis qui veut bien paraître, puis savoir est rendu où, puis qui veut surtout pas vivre le drame d'oublier de facturer un client. Il y a des solutions, je pense à une en particulier, FreshBooks, qui permet à des petites entreprises, même travailleurs autonomes, de prendre en main tout ce volet. Je vous envoie une soumission, j'ai une signature électronique, je vous envoie la facture dès que j'ai fini de faire le jalon. Ça se prête bien, puis ça permet aux travailleurs autonomes, le jour où il veut peut-être impartir ou sous-contracter une partie du travail, mais d'avoir la même plateforme puis de donner un login usager à quelqu'un d'autre pour co-facturer avec lui. Tout à fait, toutes les solutions qu'on a vues aujourd'hui, il y en a beaucoup. Là. Il y en a qui marchent pour les entreprises de 1 à 10 employés, il y en a qui marchent pour les entreprises de 10 à 10 000 employés. C'est la beauté du cloud, c'est l'extensibilité que ça procure, justement. Tout à fait, tout à fait. Mais votre client type, j'imagine, a 5 ans. Non, il n'y a pas de client type parce que ce qu'on voit dans de très grandes entreprises, on parlait d'harmonisation du système, mais des fois, dans les très grandes entreprises, il va y avoir des départements rebelles qui vont dire, nous, on n'aime pas le système de la maison mère, on va prendre notre propre système de son clientèle. Oui, on a des clients dans très grandes entreprises qui vont, des fois, il y avoir un gros système SAP classique. Ils vont dire, c'est trop lourd, on n'a pas la flexibilité qu'on veut, donc on va appeler Big Bang ERP pour qu'ils viennent installer un CRM qu'on a peut-être de 250 vendeurs. Donc, ils trichent, en même temps, ils gagnent en productivité, mais des fois, c'est ça qui part l'épidémie du cloud dans la grande entreprise. C'est ça. Tu parlais de champion tout à l'heure, tu peux avoir un département champion qui va répandre un peu la bonne nouvelle à l'interne. Il y avait quelqu'un qui demandait ce que je pensais de Podio. Podio, c'est la dernière fois que j'ai vérifié, puis vous voyez, je souvent dire ça, parce qu'on n'est pas à jour sur toutes les applications, parce qu'on a bien des problèmes d'affaires, mais je ne suis pas à jour sur toutes les applications imagées. Podio, si je ne me trompe pas, c'est ce qui prenait en main non seulement la gestion de projet, mais la gestion de meetings, des conférences, les communications avec dans l'entreprise. Donc ça vient, si on veut, opérationnaliser le volet communication, suivi d'activité. Mais il faut voir comment on l'intègre, parce que si j'opérationnalise tout le volet activité, mais que ma facturation en bout de ligne est un casse-tête, j'ai rien réglé. Podio, pour moi, encore là, je me trompe peut-être parce qu'ils vont peut-être intégrer des fonctionnalités de gestion, mais au-delà de c'était plus de communication, la gestion de projet. Donc, quand même intéressant comme gain et valeur que ça met dans l'entreprise, mais il n'y avait pas, il faudrait voir si ça serait Podio avec quel autre module nous permettrait d'englober l'ensemble de l'entreprise. Mais ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les gens posent des questions concernant des applications précises. Hein? Puis on a tendance à faire ça. Alors que la première réflexion, c'est de dire quel est le besoin et puis est-ce que Podio peut y répondre. Bien souvent, le besoin peut faire en sorte que finalement, c'est pas ça du tout. C'est un plus petit, plus grand, un logiciel qui va faire plus de tâches. Alors, Lorraine, très intéressant. Bien, merci. Je suis content que ça vous ait plu. Alors, s'il n'y a pas plus de questions, merci beaucoup, Gabriel. Ça me fait très plaisir. Moi, l'exercice de vulgariser 10 ans avec plus de carrière, j'ai trouvé très intéressant. Donc, on va peut-être se revoir pour d'autres webinaires.